Bon, on va avoir un peu plus de temps. Hein, on va pouvoir souffler un peu. Ouf! À qui le dis-tu? Hein, là, le Gascon, là, regarde-le, ils l'ont brûlé. Une chance que le Canadien s'est pas rendu à la deuxième ronde. On l'aurait perdu. Ouais, Godino puis moi, on commençait à accuser le coup un peu, je pense. Ouais. C'est le balado hebdomadaire supplémentaire qui vous a achevé. C'est l'ensemble de l'œuvre. Là, c'est ici, quand la machine s'emballe, c'est vrai. Elle s'emballe. Ah oui. Et ça devient radio, télé. Malheureusement, l'écrit a par moment pris le bord un petit peu. Mais quand même, il y en a eu. Il y en a eu. Ah oui. Il y en a eu, peut-être pas au même niveau que ce qu'on fait d'habitude. Mais c'était beaucoup. Mais c'était parfait. On était content de travailler. Oh oui. Mais on est aussi content de pouvoir souffler. Je me souviens qu'en 2021, quand le Canadien avait fait un long parcours, s'était rendu en finale de la Coupe Stanley, les séries avaient été décalées aussi. On était tard dans la oui. C'était le milieu de l'été. C'est ça. On était à la Saint-Jean-Baptiste au dernier match de demi-finale. Ouais. Et quand Lekonen avait marqué le but gagnant, je me souviens qu'il y a un membre de la confrérie qui a beaucoup d'expérience, qui était furieux que le Canadien gagne parce que ça voulait dire qu'il y avait encore probablement 2 semaines de hockey et que ça allait probablement amputer sa saison de golf de 2 semaines. Moi, personnellement, ça m'arrivera jamais. Là. S'ils peuvent jouer... Tant que ça joue. Tant qu'ils voudront, tant que ça joue, on va être là. Il y avait cette année-là de la pandémie, ça avait été tellement intense, puis le Canadien jouait plus souvent. Il jouait en gros 4 jours par semaine. C'était un rythme de 1,9 environ. Là, un match à tous les 1,9 jours, ce qui est une cadence infernale. Et normalement, c'est 2,2 environ. Puis ça n'a pas l'air énorme, mais ça fait une immense différence. Puis je jouais 4 matchs par semaine. Puis pour les gars de beat vraiment qui étaient là tout le temps, là, à partir du premier match jusqu'à la fin, ça avait été éreintant, là, cette saison-là, je me rappelle. Moi, je faisais de la radio en plus le matin à l'émission de Patrick Masbourian, mais c'était tellement long, les zooms après les matchs, ça finissait tard, il fallait écrire. Je suis à 2, je me levais à 5, 3 fois par semaine. J'avais beaucoup de difficultés, donc je me rappelle très bien que quand on était retourné à Toronto pour le 5e match, les Leafs en avance 3-1, je disais à Mad Dog, mon caméraman d'amour, ah là, c'est bien, tu sais, ça va se finir en 5, le Canadien. Va pouvoir rentrer. Le Canadien est sorti, on va rentrer parce que j'allais avoir aussi un 3e enfant à ce moment-là. Ah ben ça, c'est de ta faute. Ça tombait. J'étais là, c'est parfait, ça se règle là, puis il n'y a pas de problème. Il rentre Eric Gustafsson dans la formation. C'est sûr que c'est fini là, quand c'est ton dernier recours. Et on sait ce qui s'est passé après. Mais cela dit, ça a été un beau parcours. Là. Heureusement que ça compte pas. Hein? Heureusement que ce parcours-là compte pas. C'est ça compte pas. Les gens doivent être vraiment, ça doit vraiment leur plaire de m'entendre chialer sur le fait que le Canadien gagne des rondes éliminatoires. Là. C'est lui le grincheux. Non, c'était pas moi. C'était pas lui, il était pas là. Mais non, je venais d'avoir un enfant. Mais je suis revenu pour la finale de la Coupe Stanley. Ah oui. Ah oui. Mais ça compte, cette finale-là. Comme chacun sait. C'est plate, t'es revenu, mais c'est plate. Elle compte pas. Ça compte pas. OK, aujourd'hui, Hughes et Gorton appellent au calme. Content pour les Islanders. Comment ça? Je sais pas, mais on est content. Et c'est la 2e ronde. C'est tellement hockey, épisode 404. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Content d'être de retour en studio. C'est là. ça. Oui, c'est bien ça. Ouais, on est vieux, c'est ça. On est pantouflards. Nos habitudes. Ah, mais c'est notre studio. Ça a été bâti pour nous. C'est un peu comme la salle de spectacle de Céline Dion. Exact, c'est la même chose. C'est pareil. C'est vaste. On se sent chez nous. Exact. Ouais. Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Salut Martin. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je crois que pour nous encore, comme j'ai mentionné à Martin, que ce soit cet été, les étés prochains ou futurs, on va toujours avoir à déterminer cette balance. C'est sûr que personne ne veut reculer, mais pour pas reculer, ça commence aujourd'hui avec l'effort de tout le monde. À quel point que le travail qu'ils vont faire tout l'été pour être prêt au mois de septembre quand l'entraînement commence. Puis j'espère que qu'est-ce qu'on a vécu va leur faire plus fin comme individuel puis comme équipe. Puis j'espère que les jeunes en arrière vont pousser plus aussi pour faire partir de cette expérience puis cette équipe. Ah, l'équilibre.
tout sera là. Trouver l'équilibre entre jeunesse et expérience, entre talent et rugosité. Tous ces thèmes-là ont été... Équilibre entre tenir une conférence de presse de bilan de saison et ne rien dire de trop compromettant. Mais là... Ils sont maîtres dans cet art. Non, mais Gordon nous l'a expliqué. Le problème, c'est que c'est accessible partout, cette conférence de presse-là. Si c'était en vase clos, un Zoom, là, juste entre nous autres, ça serait correct. Ouais. Mais moi, c'est ça, j'ai failli leur dire, j'aurais peut-être dû, j'ai dit, je pensais justement que vous aviez pris la fin de semaine supplémentaire pour trouver les réponses et nous les partager. Parce que, est-ce que c'est toujours... Non, généralement, c'est la direction fait ça le même jour que les joueurs. C'est ça que la dire, c'est toujours comme ça, donc c'était particulier cette année. On aurait pu penser qu'ils avaient pris la fin de semaine pour faire la liste là, des joueurs de centre. Oui, alors là, voici ce qu'on a. Alors, en numéro 1, on prend vos... Comme Martin a fait après un match, si vous avez des suggestions, on les prend. Il y en a des suggestions. Je sais pas si vous lisez le journal, mais... Oui, puis on écoute la télévision un peu, là, cette vieille boîte à images encore, qui existe encore, et puis il s'en dit des choses, n'est-ce pas? Absolument. Intéressantes. Non, mais j'ai été surpris, je le disais à Jack avant qu'on enregistre. Tu sais, on fait 2 balados par semaine, puis c'est un luxe qu'on a de ne pas être obligé de trop squeezer les sujets sont là. Là, on fait juste les ramasser. Mais quand tu fais du 24 heures à tous les jours, à un moment donné, faut que tu crées du contenu. C'est ça, exactement. C'est ça, tu crées de la nouvelle. Puis je dis ça là avec... Ce qui n'est pas conseillé. Ben, en même temps, c'est la nature des choses. Là. Moi, je dis ça avec, comment dire, pas, j'allais dire empathie, les nerfs, là, mais avec affection. Là, je trouve ça bien correct. Mais j'ai trouvé ça étonnant que François Gagnon écrive sur Sidney Crosby, parce qu'il n'était pas obligé. Je veux dire, il trouve que c'est ça. C'est la solution. C'est une idée qui l'emballe. Ouais. Ben, puis, je pense que ça emballerait tout le monde, là. Mais je suis étonné un peu du niveau là, de... Tu sais, bon, ça a été évoqué ici, ça a été évoqué ailleurs depuis longtemps, mais là, on dirait que c'est comme... je sais pas, là, c'est comme la grosse affaire cette semaine. C'est sûr que si... Je pensais pas commencer avec ça. S'il y a des commentateurs, et je respecte énormément François, là, moi aussi. D'où mon étonnement. Ben, enfin, qui appuie là-dessus, c'est sûr que ça va faire ça va circuler partout. Là. Ça va être repris sur les réseaux sociaux, sur les sites d'agrégation de contenu. Donc, on va voir ça passer un peu partout. L'idée n'est pas farfelue en soi, dans le sens que Crosby est un joueur de centre qui, si on regarde son contexte, le contexte dans lequel il évolue, pourrait être disponible si c'était un autre nom que Sidney Crosby. Mais c'est ça le problème avec lui, c'est que il est maître de son destin, évidemment, là, comme d'autres, mais il a toujours été très, très fidèle à l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Ce qui est certain, je pense, c'est qu'il ne gagnera plus avec les Penguins de Pittsburgh. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Il lui reste 2 ans de contrat à un salaire tout à fait raisonnable de 8,7 millions en moyenne. Et je pense pas que dans les 2 prochaines années, les Pingouins vont être de retour en séries éliminatoires ou seront compétitifs. Ce sera à lui de déterminer s'il veut terminer sa carrière là pour jouer avec une seule équipe, comme l'a fait son mentor et ancien propriétaire, Mario Lemieux. Ancien propriétaire majoritaire. Oui, et coloc. Même. C'est vrai. Donc, ça a toujours été son souhait. Et il l'a réitéré encore cette année. Dans l'éventualité où il change d'idée, le Canadien peut être une option, mais si Crosby veut gagner là, dès l'année prochaine, il a certainement vu la belle progression de l'équipe, mais c'est pas nécessairement la ville qui se trouve au sommet de la liste, là, on s'entend. Là. Il y a peut-être plus intéressant d'aller rejoindre son chum McKinnon au Colorado. Il y a plein de places. Vegas qui est toujours sur tous les joueurs qui ont un grand nom sauteraient probablement là-dessus. Là, peu importe leur structure salariale puis qui joue. C'est jamais un problème. C'est jamais un problème avec eux autres. Au pire, on en échangera un. C'est pas un problème. Alors, évidemment que la grande majorité des équipes seraient intéressées. Là. Certainement le Canadien aussi, puis on a toujours fait des liens. Crosby, le Canadien, son père a été repêché par l'organisation, il était fan du CH quand il était plus jeune, etc. Son père a joué à Montréal. Mais est-ce qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale? Non, mais il a joué pour le Canadien junior de Verdun, dans la Ligue d'hockey junior. Et Verdun, c'est à Montréal. Oui. Absolument. Avec Pat Lafontaine et tout ça, avec Pat Brisson. Les Tesses à l'époque. Non, il y a des vieux il y a des vieux liens. Ça a fusionné, Verdun? Oui, t'as raison. Il faudrait vérifier. C'était peut-être pas à Montréal. La ville de Verdun, peut-être. Peut-être. C'est une ville... Moi, je sais parce que c'est une ville sèche
Ça, c'est des affaires qui me font bien peur. Ah ouais? Mais, excuse-moi, Martin, continue. Alors, c'est ça, il y a des vieux liens entre la famille Crosby et le Québec. Tu sais, Sidney a joué à Rimouski, il parle français, il comprend le français. Il a failli... le Canadien était parmi les dernières équipes encore éligibles au repêchage, à son année de repêchage. Dans le tirage, alors, c'est ça, ce serait une belle conclusion de l'histoire de le voir terminer avec le Canadien. Cela dit... À part ça... C'est ça. C'est lui qui va décider. Est-ce que ce scénario-là circule chez les Crosby? J'en doute. Et je reste encore abasourdi du fait que Sidney Crosby continue de verbaliser qu'il veut rester à Pittsburgh et terminer sa carrière là. Tu peux pas avoir été un compétiteur de ce niveau-là parmi la fine élite des meilleurs compétiteurs de l'histoire du hockey et te dire comme ça, ben moi, écoute, je vais partir sur mon cheval vers le soleil couchant et on va écouler ça tranquillement ces derniers jours. On participera plus aux séries éliminatoires et j'aurai plus de chance de gagner la Coupe Stanley. J'ai peine à concevoir ça. Je remets pas en doute son instinct de compétition, mais c'est vrai que sa loyauté est vraiment indéfectible, infaillible. On voit qu'il est en manque de matchs significatifs. Il a décidé d'aller jouer au championnat du monde. Là. C'est quand même... Non, mais c'est quand même quelque chose. Là. Il va avoir 38 ans cet été, puis il dit « OK, on y va, on va avoir du fun. » Puis il a probablement texté Fleury, Nathan. Let's go les boys, on y va, on s'en va en Suède. Peut-être une bonne occasion aussi de faire une tournée de recrutement là, à ce championnat mondial-là. Tu vois quand même... les équipes, tu vois les équipes européennes, tu vois des joueurs avec lesquels tu n'es pas confronté, les systèmes de jeu, tout ça. Si tu prends ça vraiment à cœur et tu te dis dans 6 mois, 7 mois... Je suis sûr que c'est un lien. Absolument. Oui, c'est sûr. Puis on s'entend, là, ça a été une saison... ça n'a pas été une saison super taxante. Ou enfin, Crosby a eu des saisons pas mal plus taxantes que plus celle longue. qui vient de passer. Oui, mais ça a quand même été une saison intense pour lui. Premièrement, il n'est plus aussi jeune qu'avant. Il a joué pratiquement tout le calendrier régulier de la LNH. Il y a eu la confrontation des 4 nations à travers ça. Il a joué blessé au début. Il y a eu quand même une année bien remplie. C'est ça qui est étonnant, oui et non, mais impressionnant, je pense, dans son niveau de dévouement. Cela dit, puis on n'a pas eu l'occasion d'en parler quand c'est arrivé parce qu'on était occupé avec ces satanées séries éliminatoires. Mais moi, je trouve que le congédiement de Mike Sullivan... oui, là, on verbalise la loyauté, on verbalise que c'est ça, que Crosby veut pas s'en aller et tout. Mais Dubas fait un peu ça aussi. Là, il nous dit qu'il veut concilier ses vétérans. Mais moi, je trouve que le congédiement de Sullivan, ça indique qu'on va un peu là recommencer. On passe, oui. Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est peut-être ça qui enflamme la planète. Ben ça n'a pas nuit, certainement. Voilà. Bon, revenons à nos Gorton et Hughes. Je comprends qu'ils n'ont rien dit, là. Puis, j'en aurais fait autant à leur place. Moi, j'ai aimé le ton de ce point de presse. Ça recoupe un peu des choses qu'on a dit ici, là. Est-ce que la reconstruction est finie? Pas sûr. Puis, c'est pas mal ça. C'était pas mal ça le message. Oui. Ouais, hein? Ben, moi, j'avais posé cette question-là directement à Nick Suzuki. Ouais. Parce qu'il élaborait justement sur ce qu'il voulait voir, ce qu'il voulait pas voir arriver. D'aucune manière, on veut prendre un pas de recul, mais en même temps, on sait que cette équipe-là pourrait être encore plus jeune l'année prochaine. Il nous a dit ça du même souffle. Puis je lui ai demandé carrément, est-ce que la reconstruction est terminée? Puis il m'a dit non. Il m'a dit, on voit qu'on a encore beaucoup de choix, qu'on a encore beaucoup d'espoir. C'est pas fini. Il reste peut-être encore quelques années. C'est un processus qui est avancé, mais qui n'est pas complété. Et c'est essentiellement le message qu'ont livré Gorton et Hughes hier en disant on est loin d'être un produit fini. Là. Ça, c'est revenu. On n'est pas un produit fini. Il y avait de l'optimisme dans ce point de presse-là, à juste titre, je pense, mais c'était un optimisme prudent. On est conscient que la place acquise en série par le Canadien est un peu fortuite. Là. Ça n'aurait pas dû se produire. Ils avaient 2% des chances de se qualifier, ces joueurs-là, au lendemain des 4 nations. Oui, on était à la mi-février. Il était dernier dans la Ligue à la mi-novembre, encore dernier dans l'Est quelque part au mois de décembre, un peu avant qu'Alexandre Carrier débarque. Alors, c'est une anomalie là, d'être parvenu à se qualifier comme ça. Ils en sont conscients, mais ils voient leur premier trio progresser d'année en année.
Martin écrivait dans sa chronique, il aura fallu que ces trois-là là, connaissent la meilleure saison de leur carrière. C'est vrai, mais Suzuki, à chaque année, il connaît la meilleure saison de sa carrière. Il y a un jour où ça sera plus ça. Imagine dans 3 ans. Il y a un jour plus ça avance, plus le potentiel d'amélioration s'amoindrit. Mais si c'est ça, le Nick Suzuki, on s'entend que c'est un centre de premier trio de grande qualité. Là. Caulfield s'est amélioré. Slav, c'est quand même une saison de 51 points, presque 2 saisons de suite de 20 buts, à travers tous ses hauts et ses bas, là, et sa grande inconstance encore, due au fait, on l'espère, qu'il soit encore jeune, dû à la jeunesse. Alors, et ça, il y a tout lieu de croire que ça va se poursuivre. Tu sais, c'est pas, à mon avis, autant comme en 2019, quand tout le monde, ou presque la moitié de l'équipe avait connu la meilleure saison de sa carrière, mais il y en a là-dedans plus âgés. C'était étonnant par rapport à ce qu'ils avaient déjà accompli. Tandis que là, il y en a certainement. La qualification du Canadien est une anomalie, mais il y a beaucoup de choses là-dessus qui pourraient se reproduire là-dedans, qui pourraient se reproduire dans les prochaines années. Alors, c'est sûr qu'ils sont encouragés, mais ils voient bien que l'équipe a été encore moins performante à 5 contre 5 cette saison qu'elle ne l'était l'an dernier. Les unités spéciales se sont améliorées, c'est un bon point, surtout le désavantage numérique, mais l'avantage pas si mal non plus, même si on n'est pas très bien classé, c'est au-dessus de 20 %, donc on dit, OK, c'est ça a la note de passage au moins. Alors, mais c'est ça, ils sont très au fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis ce qui est ressorti, entre autres aussi, c'est Gorton n'avait pas l'air trop affecté par le manque de robustesse de son équipe contre les Caps, mais il a parlé de l'instinct de compétition, de compétitivité. Puis il disait ça, il va falloir qu'on en ait plus. Je serais curieux de voir sa liste de joueurs qui n'ont pas compétitionné au c'est niveau ça, mais acceptable. là, surtout que c'est quand même... il y avait dichotomie là, entre son discours et celui de Martin Saint-Louis, tu sais, qui parle de cette équipe-là comme étant une battante qui abandonne jamais. Puis, la résilience. C'est ce qu'on a vu. Puis c'est vrai, Martin, ce que tu dis, là, on regarde la liste des joueurs, là, puis... lesquels ont donné... De ce qu'on a vu, là... Patrick Laine. Ça veux-tu le laisser tranquille? Ça sautait aux yeux, mais tu sais, à part lui, je pense pas qu'il a été surpris, les dirigeants du Canadien, de voir que Patrick Laine n'était pas... Le couteau entre les dents. Non, mais c'est ça, tu sais, ils savaient, quand ils l'ont acquis, ils savaient... C'était pas ça. Là. Non. Puis c'est correct, c'est correct, là. C'est autre chose. Ils savaient avec qui ils faisaient affaire quand ils ont été le chercher, puis... Il a rempli, je pense, la partie du contrat qu'on attendait de lui. Là. Il a marqué des buts. Il a bonifié l'attaque de cette équipe-là. Puis il l'a aidé en saison régulière. Mais je serais curieux de voir la liste des joueurs qui sont identifiés comme n'ayant pas été suffisamment compétitifs. Et moi aussi. Est-ce que... il n'y en a pas qui sautent aux yeux, vraiment. Là. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il aurait voulu voir Slavkovski utiliser un petit peu plus son gabarit en séries éliminatoires. Utiliser à son avantage cet atout-là naturel qu'il a à la Josh Anderson un peu. Là. Ouais. Mais je pense pas que... En tout cas, trouvait-il qu'il manquait d'instinct de compétition? Je serais surpris. Moi, j'ai pas trouvé ça. Mais à un moment donné, il a dit... Ou Hughes a dit ça, je pense. Il va falloir que certains joueurs, c'était une première expérience en séries éliminatoires, apprennent à mieux jouer avec cet aspect physique-là, puis mettre davantage là, au premier plan leur qualité physique, s'ils en ont, etc. Là, évidemment, on passe à Slavkovski. Heinemann, à mon sens, aurait été capable. Je pense pas qu'il ait pas compétitionné, mais la présence physique qu'on voyait en première moitié de saison, ou jusqu'à temps qu'il se fasse frapper par une voiture en Utah, là, en échec avant, puis c'était constant. Là, il ressortait dans les matchs. On l'a moins vu. Après son retour de blessure, on l'a moins vu. Puis en série, il était là, on voyait qu'il travaillait, mais je pense que son impact aurait pu être un petit peu plus fort de ce côté-là. Pas grand monde. Gallagher, Anderson, ils ont été Newhook, peut-être. Oui, mais Newhook, j'ai trouvé c'est un gars qui se donnait, là. J'ai pas trouvé qu'il avait joué différemment en série de ce qu'il avait fait. Armia. Mais Armia était blessé. Ouais. C'est difficile de... Ses preuves sont faites. Il a déjà fait ses preuves en série aussi. Ouais, c'est toujours à refaire, on dira, mais comme tu dis, là, il était blessé. On peut pas demander à Alain Hudson de renverser tout le monde. Là. Moi, au terme des séries, j'avais un nom. Je trouvais parmi ceux qui ont un rôle important chez les Canadiens, qui avait semblé moins à l'aise dans le format des séries, c'était Mike Matheson. Absolument. Qui avait pas il n'était pas dans sa tasse de thé. Là. Il était pas. Il n'a pas joué souvent en série, Matheson non plus. Hein?
C'est pas un habitué des longs parcours, là. Non, mais c'est vrai. Mais dans ce format-là, j'ai trouvé que là, c'était le moment, c'est le gars qui jouait 27-30 minutes par match avec le Canadien durant la saison. Puis je me dis, c'était le moment c'était un des rares, c'était un des vétérans là, dans cette équipe-là. Mm-hmm. Là. Il a joué énormément aussi là, pendant la série. Il a joué beaucoup, mais j'ai senti qu'il était... Je l'ai senti moins... OK, mais il y a un paquet de facteurs qui peuvent l'expliquer. Comme tu dis, peu d'expérience en série, probablement. Mais ça reste des cas isolés. Mais là, tu vas me dire, ils sont isolés jusqu'à un certain nombre. Mais est-ce qu'il n'y a pas là... Parce que Gorton, ce qu'il l'a chassé de New York, c'est la même affaire. Là. Il venait de se faire brasser par les Capitals. C'est étonnant un peu de l'entendre dire non, il y a juste Ovechkin puis Wilson qui ont été robustes. C'est un peu réducteur. J'entendais Alex ruminer à côté de moi. Moi, je t'ai même dit, je suis pas d'accord avec ça. Il grogne, hein, Gascon? Mais c'est parce que je suis pas content. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je fais la baboune. Moi, non, c'est pas vrai. Mais c'est que ce qui sautait aux yeux, c'était les mises en échec percutantes de Mike Wilson. Qui est Mike Wilson? De Tom Wilson et de Alex Ovechkin. Ça ressortait. Ouais. C'était évident. Mais ça a donné... on dirait que ça a permis à certains autres joueurs de prendre plus de liberté puis de grandir d'un pouce ou deux. Puis on en avait parlé en début de série. Nick Dowd s'en permettait pas mal. Puis Brendan Duhem aussi. Puis dans l'ensemble... Même Beauvillier jouait de façon beaucoup plus robuste que ce qu'on exactement. Beauvillier il jouait comme Tom Wilson pendant les 2-3 premiers matchs de la série. Ouais. Donc, moi, je disais si... Bon, peut-être que je me suis trompé, mais mettons que tu as Herbert Jackay dans le coin qui te ramasse Beauvillier une fois, ben il jouera plus comme Tom Wilson après. Tom Wilson va continuer de jouer comme Tom Wilson. Ça, Martin Saint-Louis avait raison, mais pas Anthony Beauvillier, tu sais. Et puis, c'est pour rien. C'est un monsieur qui est arrivé vers la fin de la série. Et là où je trouvais aussi que l'aspect physique ressortait, c'était dans le déroulement du jeu. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça, je m'en rappelle. À peu près le même nombre de mises en échec. Oui, puis le nombre de tirs, la distance des tirs obtenus par le Canadien. Le Canadien tirait à 13 mètres en moyenne de distance sur Logan Thompson, puis les Caps tirent environ à 9 mètres de distance, la moyenne des tirs décochés sur Montembeault et Dobèche. Ça, c'est une bonne différence. C'est quoi, presque une quinzaine de pieds. Et c'est entre 12 et 15 pieds. Et ça, moi, je trouvais que c'était attribuable en partie au fait que les Capitals les dominaient physiquement. C'était beaucoup plus dur d'attaquer le centre de la glace en zone offensive. C'était beaucoup plus dur de percer l'enclave. Ils se faisaient, comme on dit en anglais, boxer out, là, les attaquants tenir sur les côtés à l'écart un peu en périphérie. Et à l'inverse, les attaquants des Caps avaient pas plus de facilité à rentrer. Et je pense que c'est là, entre autres, où ça s'est joué, cette série-là en partie. Et quand Gorton disait... C'est juste Ovechkin puis Wilson qui ont été physiques. C'est juste Ovechkin et Wilson qui ont essayé d'arracher une tête ou deux. Mais c'est pas juste de ça dont on parle. C'est pas juste de ça dont on parle. Le jeu physique a permis aux Caps de gagner la bataille territoriale. T'sais, la présence d'un gars comme Pierre-Luc Dubois, c'est pas vrai que c'est pas un aspect robustesse qui penche en la faveur des Capitals. OK. Bon, non, mais je dis ça comme ça. Je veux dire, c'est étonnant... sachant que Gorton a vécu cette expérience-là, c'est doublement étonnant que ce soit pris à la légère entre lui semblait privilégier l'instinct de compétition. Peut-être que la nuance, il y a une nuance là qu'on saisit mal. Parce que là, on essayait de chercher les coupables, mais peut-être que c'était pas ça qu'il voulait dire. Peut-être que c'est plus dans les joueurs qu'on va cibler, on va préférer l'instinct de compétition à la robustesse. Et peut-être que leur constat, c'est qu'on a certains joueurs qui ont le physique nécessaire et qui auraient pu en donner. Ouais. Et qui vont améliorer ça, peut-être. Qui auraient pu faire sentir davantage. Okay. Les votes de confiance. Vote de confiance à Patrick Laine, d'abord. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement ça, ce qu'on a dit? Hughes a dit, s'il n'est pas là, on ne rentre pas en série. Ils ont été quand même... ils ont été corrects. C'est la réalité. Ouais. S'il n'est pas là pour marquer tous ces buts-là, ils se sont qualifiés par la peau des dents dans le dernier match. Si Laine n'est pas là pour marquer les buts qu'il a marqués, les Canadiens ne participent probablement pas aux séries. Mais... même s'ils ont été déçus potentiellement de la fin de la saison de Laine, ils ne vont pas aller le dire en conférence de presse, en bilan de fin de saison. Ils ne vont pas déprécier un actif. Non, mais ils ont dit
il veut s'améliorer. Ils ont quand même... Moi, ça m'a donné l'impression qu'on veut continuer de travailler avec lui. Moi, je maintiens Laine dans le premier match éliminatoire. Faisait partie, alors que c'était le carnage, là, que tout le monde se faisait frapper. C'est un de ceux qui sortait le plus de sa zone de confort pour participer physiquement, pour s'impliquer et tout ça. Je pense que fondamentalement, il est animé de bonnes intentions. C'est peut-être pas un joueur qui, naturellement, c'est peut-être pas dans son ADN de jouer la pédale au plancher tout le temps, match après match. Puis là, il a été blessé à un doigt, il n'était pas capable... Son atout qu'il maintient dans la Ligue nationale, c'est son tir qui est nettement supérieur à la moyenne. Si tu n'es plus capable de tirer la rondelle, là, ça te fait pas mal disparaître comme joueur. Mais en gestion de rondelle, il ne sera jamais extraordinaire. Sa vitesse sera toujours, son explosion sur patin va toujours être très moyenne ou peut-être même un peu en dessous de la moyenne. C'est pas un gars qui a une grande vision de jeu, mais il tire la rondelle. Quand tu regardes Patrick Laine, il faut pas que tu essaies de dire on va le transformer en joueur. Nous, on connaît ça, on va le transformer en joueur qui ne l'est pas. C'est ça, puis tu l'insères dans ton équipe parce que tu veux qu'il te donne ce qu'il est capable de te donner. Puis en bout de ligne, ça évite bien des frustrations inutiles. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Là. Puis le vote de confiance à Kirby Dach. Ça, c'était mon segment, les votes de confiance. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix, publiquement comme ça. Ce qu'ils diront pas, c'est qu'ils ont peut-être abandonné l'idée d'en faire le centre de deuxième trio de cette équipe-là. Mais Gorton a quand même dit Kirby Dach peut tout à fait avoir sa place dans notre formation. La question, c'est dans quel rôle. C'est premièrement, comment va-t-il revenir de cette deuxième opération au genou en 1 an et demi environ. Est-ce que c'est le même genou? Excuse-moi, je devrais savoir ça. Là, tu m'en poses une bonne, mais on devrait savoir ça. Il me semble que oui. Ouais. Il me semble que oui. Je pourrais vérifier après. Tu vérifieras après qu'on ait fini, là. Chez vous. Oui, c'est ça. Puis j'en parlerai mardi prochain. Dans le prochain balado. Vérifie. Fais comme puis oublie ça, passe à autre chose. Donc, il va falloir voir de quelle manière il s'en remet, parce que déjà, ça a été très compliqué en début de saison et on a beaucoup attribué ça au fait qu'il revenait de blessure. Puis ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. T'sais, on a été les premiers à dire, je pense, première moitié de saison, là, donnons-lui de la marge de manœuvre. Mais ça s'était pas beaucoup amélioré. Il y a eu une séquence plus productive, je dirais, vers la fin du calendrier là, annuel, là, pendant le temps des fêtes, donc fin décembre, début janvier, tout ça. Mais il n'a jamais démontré qu'il était en mesure d'assumer ce rôle-là, si ce n'est que pendant une vingtaine de matchs, à la fin de la saison 2022-2023. Ça va faire 2 ans et demi de ça quand on va amorcer la prochaine saison. C'est loin. Donc, il l'a montré, mais il l'a jamais démontré de façon soutenue. Alors, c'est le mot, ça. C'est le bon mot. Même si eux n'y croient plus, ils nous le diront pas, n'y croient plus comme centre de deuxième trio, mais ils peuvent croire à Kirby Dach et à son utilité, parce qu'on parlait de robustesse. On parlait de niveau de compétition. A dit que c'est ça, il a mentionné ça au nombre des qualités de Dach. Il était plus éteint là, vers la fin. Ça a été une saison difficile, on s'entend, mais on l'a vu, on le voyait être méchant. Là. Il y a un peu ça en lui, Kirby Dach. Donc ça, c'est sûr que ça leur plaît. T'sais. Alors, moi, il lui reste 1 année de contrat. Je dirais pas que ça passe ou ça casse l'année prochaine, mais ça ressemblait un peu comme à ça dans leur propos, je trouve. Mais il pourrait avoir son utilité, juste, je ne pense pas que ce sera au centre du deuxième trio. Kirby Dach, au cours des 2 dernières saisons, des 2 saisons précédentes, quand il s'est absenté pour longtemps, tout le monde considérait que c'était une catastrophe pour le Canadien. Parce que ça veut dire qu'il avait montré des belles choses auparavant. Puis quand il était dans ces bonnes périodes, là, il y a 2 ans et demi, au centre, on le regardait jouer puis on disait, OK, wow, peut-être même qu'il va éventuellement être le premier. Défier Suzuki pour le poste de premier centre. Mais d'un point de vue pratique, ce gars-là est blessé. C'est l'histoire de sa vie, là, saison après saison après saison. Là. Tu peux pas répéter la même erreur chaque année et dire on va tout miser sur nos billes sur lui pour occuper un poste important, faire partie du noyau, parce qu'il disparaît à chaque année. Fait que là, la logique commande qu'on fasse sans lui, qu'on dise on va placer quelqu'un d'autre dans cette chaise-là. Lui remplira un autre rôle, puis s'il réussit à gravir les échelons puis à reprendre le poste qu'il avait avant puis à rester en santé,
ce sera Dubony. Exact. Mais il faut arrêter de compter sur lui comme une pièce essentielle de la machine. Il n'est jamais là. À un moment donné, il faut... C'est ça. Qu'il soit capable ou pas, c'est presque une question secondaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. On croit encore en lui dans le sens qu'il va rester dans la formation, puis il nous donnera ce qu'il nous donnera, puis ce sera pour le mieux, mais je le vois comme ça aussi, c'est Dubony, je pense, à partir de maintenant. Puis tu dis, tout le monde était catastrophé. C'était vrai, mais pas là. Ben non, pas là. On avait oublié. En février, honnêtement, tout le monde l'avait un peu oublié. Ouais. Cette équipe-là a réussi à faire oublier sa présence. C'est vrai. Ouais. Mais on a vu à quel point cette saison, c'était difficile pour lui. Là. Oh oui. Son patin n'était pas pareil. Tu voyais qu'il n'avait pas confiance en ce qu'il faisait. Ouais. Et c'est difficile de revenir d'une blessure grave. De plusieurs blessures. Là. Oui. Puis il a été opéré au poignet, il a été opéré 2 fois au genou. Il a fait 4 ans, il est vraiment hypothéqué. Puis Gorton a évoqué le scénario aussi. Le scénario. Quand il est question de construire ou reconstruire ce deuxième trio-là, il a dit, c'est pas obligé d'être un centre. Là. Ça peut aussi être un ailier. Ça, c'est intéressant. Mais peut-être qu'il parlait de Demidov. Oui, c'est possible. Parce que s'il y a un ailier de 100 points potentiel sur cette deuxième ligne... c'est le seul. Ouais. Ça, c'est l'autre, c'est ça. Crosby et Marner, c'est la deuxième histoire. L'équipe, ça. En même temps, on n'avait pas dit qu'il y avait assez de petits joueurs dans cette équipe-là. On a dit ça. Ou si on l'a pas dit... Nous, on dit qu'il y en a assez. Eux n'ont pas dit ça. Eux pensent qu'il en manque beaucoup. Parce qu'il manque jamais une occasion d'en ajouter. Puis c'est vrai que c'est quand même... c'est pas, ils font pas exactement ce qu'ils avaient dit par rapport à ça. Hein. Tu te rappelles de Hughes qui avait dit j'ai pas peur d'un joueur de 5 pieds 9, mais j'ai peur de 5 ou 6. C'est ça. Je paraphrase, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Puis ça, ils n'en ont pas ajouté. Qui ont ajouté récemment? Hudson. Ouais, OK. Ouais. Hudson, Carrier, c'est un défenseur de 174 livres. Ils ont ajouté 2 défenseurs de 160 à 175 livres. On n'en voit pas beaucoup de ça là, dans la Ligue nationale. C'est vrai. Puis Hudson, ils n'ont pas le choix, là, on s'entend, là, mais Carrier, mais ça n'a pas l'air de lui faire peur, le fait que il y en a beaucoup des petits joueurs. Puis à l'attaque, tu as Caulfield, tu peux pas t'en passer. On s'entend, mais... les 3 là, qu'on vient de nommer, Carrier, Hudson et Caulfield, tu peux pas t'en passer. C'est pas des options là, de faire sans eux. C'est ça, là. mais tu sais, Gallagher, il est pas gros. Newhook, pour citer Bergevin, il est épais, mais il est pas grand, tu sais. Non. Ça me fait toujours. Puis il joue pas... il joue pas rough, là, non. Ouais. OK, bon, d'accord. Je m'en voudrais, j'ai failli oublier, mais il y a 2 joueurs du Canadien qui vont être au gala. Oui. C'est pas arrivé souvent. 2 joueurs, 2 membres, je devrais dire. Mais je voulais juste le souligner. Puis, dans le cas de Martin Saint-Louis, puis tout le monde, au mois de novembre, on se disait, ça marche pas. Moi, j'haïs ça. Je l'ai dit. Je ne sais pas si je l'ai dit une fois que le Python Record était allumé, mais dans les dernières années, je trouvais ça difficile de pas remettre en question les décisions des entraîneurs. Puis je disais, je suis en train de devenir tout ce que j'ai toujours détesté, c'est-à-dire ce commentateur qui casse du sucre sur... Alors que, évidemment, je sais à peine attacher mes patins. Mais je suis capable, contrairement à d'autres commentateurs. Moi, c'est pas si pire, là. Je suis encore capable. C'est tout un retournement de situation. Pour Saint-Louis, oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui réclamaient à haut cri là, son congédiement au mois de novembre, au mois de décembre. C'est ça que je dis, c'était difficile de faire autrement. Ça marchait. Mais c'était sûr que ça allait pas arriver. Là. Je veux dire, c'était pas étonnant que cette équipe-là soit dans le marasme. Dans ce marasme-là, à l'époque, ça demeurait une équipe ultra jeune. Je sais pas pourquoi tu ris. Mais là. dans ce marasme-là, ça en prend pas plus. Ce marasme-là. C'est quoi, là? Dans ce quoi? Parce qu'on s'attendait à ça. C'est une des plus jeunes équipes de la Ligue. Il y a plein d'affaires qui fonctionnaient pas. Line n'était pas là. Kirby Dack, les choses se passaient pas dans son cas. Alors, il y en a qui étaient tannés. Il y avait de l'impatience. Kirby Dack n'était pas là. Il y a beaucoup de partisans qui étaient tannés. Il y avait de l'impatience. Ouais. Puis on se disait, Saint-Louis va partir. Moi, je pense pas qu'il a jamais été proche de la porte là, d'aucune manière. Mais Kent Hughes l'avait dit à un moment donné quand il avait parlé, je sais plus quand, pour dire, là, c'était peut-être au bilan de mi-saison. Puis là, ça s'était redressé. Donc, ça allait mieux. Pour dire, ça avait passé de travers, toutes ces critiques-là. Hein? Il l'avait avalé difficilement. Puis c'était la première fois que ça arrivait depuis leur arrivée à Montréal, qu'ils se fassent critiquer publiquement beaucoup. Et il a dit, je pense qu'on a appris de ça là. On a vu qu'est-ce que ça pouvait être. Mais jamais Martin Saint-Louis est passé par. Mais c'est pas ça que je dis, mais c'est un revirement de situation. On disait qu'il y a peut-être besoin d'aide. On a dit ça ici. Il y a peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être besoin d'un
Puis aujourd'hui, il a besoin de rien, mon vieux. Non, mais... J'ai trouvé intéressant le point de presse de David Savard vendredi dernier. On l'a questionné sur les améliorations au système défensif de l'équipe, la simplification. Il n'a pas caché qu'il avait été mêlé à ces discussions-là en disant, écoute, il faut que tout le monde participe là, il faut essayer d'échanger des idées pour que ça fonctionne et tout ça. Puis il a confirmé que le système à la demande des joueurs avait été simplifié pour que ça fonctionne sur la patinoire. Là. Et c'est quelque chose dont on a commencé à parler, si ma mémoire est bonne, la saison précédente, là, en disant c'est pas de switch. Les joueurs sont incapables de se retrouver dans ce système-là. Ça n'a aucun bon sens de finir une séquence de jeu défensif d'1 minute et demie avec Cole Caulfield puis un autre petit attaquant devant le filet pour défendre le filet, alors que les défenseurs surveillent des joueurs à la pointe. Et il y avait trop de permutations, trop de volatilité. Et c'est probablement ça, l'aboutissement de ces discussions-là qui a fait que cette équipe-là a pu finalement décoller. C'était un gruyère. Là, il se faisait traverser. Ça n'avait aucun bon sens, le nombre de chances de marquer puis de présence prolongée en territoire défensif qu'on voyait. Alors, bravo aux vétérans et à David Savard d'avoir parlé avec leur patron. Et à Saint-Louis d'avoir fait les ajustements. Exactement. Ce que j'allais dire. Bravo tout le monde avait raison. Non, mais bravo à Saint-Louis de s'être ajusté parce que c'est pas tous les entraîneurs qui Exactement. Pour conclure sur mon affaire de tantôt, les petits défenseurs en série, le Canadien avait 2 des défenseurs les plus légers parmi le top 5 de ceux qui ont joué en séries éliminatoires cette année. Hudson et Carrier, qui est le 5e plus léger. C'est la seule équipe qui en a 2. Et Hudson, c'est le plus léger. Compte en commun ces 5 joueurs-là, là, après le premier tour. Les 5 équipes, tu veux dire. Les équipes de ces 5 joueurs-là, attends un peu. Ils ont un départ au golf ensemble. Ils sont tous éliminés. Ouais. Oui, c'est de même ça fonctionne. D'accord. Et le genou de Dak, as-tu un. J'ai pas regardé ça, là. Mais non, mais tu m'as dit de garder ça pour moi. C'est ça. Puis, c'est le moment de l'épisode où on dit que Lane Hudson est bon. Martin, monsieur, à toi. Il est bon. Lane Hudson est bon. Il va gagner le Calder. Et ça aussi, c'était. Ouais, donc c'est le genou droit. C'est le même genou. Les 2 fois. OK. C'est ça. Ça aussi, c'était dans mes facteurs à considérer. Là, on parlait tantôt du nombre de joueurs chez les Canadiens qui ont connu leur meilleure saison en carrière. Là. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Jake Evans, Samuel Montembeault. Mais je t'ai expliqué tantôt que c'était normal. Je comprends que chez les plus jeunes, il y a encore place. Ouais. Il y a Suzuki qui a atteint son apogée, là, il y a 25 ans, mais Caulfield et Slavkovski, il y a encore probablement un peu de place à l'amélioration. Il a fallu que Gallagher et Yoel Armia connaissent leur meilleure saison en 5 ans, des 5 dernières années. Et Lane Hudson, sa performance de 60 mentions d'aide, c'est quelque chose de très rare dans la Ligue nationale de hockey. Là. Et de le refaire surtout, qui est rarissime. Fait il y a beaucoup de choses qui... Moi, je pense que comme dirigeant, une grande qualité comme dirigeant d'équipe sportive, c'est de toujours considérer que le verre est à moitié plein, que ce qui s'est bien fait pourrait ne pas arriver et qu'il faut racheter, il faut aller chercher des munitions supplémentaires. Puis à moitié vide, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Que l'espace vide est plein. Qu'il y a place à amélioration et de ne pas être satisfait. Et c'est le message qu'on a reçu de la part de Gorton et Hughes hier. C'était, oui, vous avez fait les séries, mais puis après. What's next? Mais encore. et je trouve que c'est la bonne attitude à avoir. Parce que je comparais dans ma chronique avec le bilan de fin de saison de 2019 où Marc Bergevin avait dit on a eu 96 points, on a raté les séries, mais on a une des 10 équipes les plus jeunes de la Ligue. Les gars ont pris de l'expérience. On est parti. On est parti, ça. On a rencontré nos joueurs, puis ils nous ont dit ça fait juste commencer, puis je les crois. Mais ça a fini la saison suivante avec 71 points, puis le Canadien n'a jamais reparticipé aux séries dans des conditions normales par la suite. Alors j'aime mieux avoir des patrons qui sont en avant qui disent respirons par le nez. C'est ça. Calmez-vous tout le monde. Là, puis les jeunes, Hughes a dit, les vieux m'ont dit on n'est pas si près que ça. Les jeunes m'ont dit on est prêt. Ouais. On leur a dit de se calmer. Ils ont interprété ça comme un manque d'expérience. Absolument. De la part des jeunes, ce qui est peut-être le cas. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est
Moi, je suis pas sorti de là en sachant très clairement, et bravo à eux, ils ont réussi leur plan de communication, quelle allait être leur stratégie à venir là, pour l'été prochain. T'sais. C'est pas clair. C'est un secret. C'est pas clair si on va tenter d'ajouter des éléments extérieurs, là, parce qu'on n'arrêtait pas de parler comme tu disais en introduction. Ils essayent tout le temps. De ne pas briser cet équilibre-là. Ouais. Puis Hughes a dit il faut faire attention à est-ce qu'on va chercher de l'expérience ou on les laisse prendre de l'expérience. Ouais. Alors, moi, je sais pas s'ils vont vraiment sortir la gâchette cette saison, comme je le croyais au départ, parce que j'avais toujours encerclé l'été 2025 comme un été pivot pour cette équipe. Moi, je pense qu'ils sont sont pas dans une situation si facile que ça. Cette saison, là, parmi les gars qui sont venus du Rocket de Laval pour jouer, moi, j'en ai pas noté un. J'ai regardé jouer avec le Canadien en me disant, ce gars-là, assurément, l'année prochaine, il y a un poste régulier, puis il va vraiment livrer la marchandise. Ils vont pouvoir se fier dessus. Là. Ils ont été assez discrets, les gars qui ont monté Laval. Puis, il y a un gars comme Owen Beck, c'est sa première saison professionnelle. C'est pas un surdoué, mais il y a des belles qualités, mais il est en période d'apprentissage. On n'a pas vu Mailloux, peut-être un peu au début, mais et peut-être qu'avec les défenseurs, on a eu une approche différente en disant, eux, là, on leur fait jouer le plus haut total de minutes possible dans la Ligue américaine, puis ils vont faire les séries, puis ils vont vivre les batailles, puis quand ils vont arriver au prochain camp, ils vont être plus aguerris. Mais je pense qu'ils n'auront pas vraiment le choix d'aller à l'extérieur. S'ils veulent bonifier un peu, puis éviter de reculer parce que l'équipe va rajeunir un peu, forcément, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'aller à l'extérieur. Puis ce qui complique la situation, c'est si tu regardes la profondeur de l'équipe actuellement, tu peux difficilement procéder par transaction, à moins de laisser partir des choix de repêchage ou c'est ça. Mais si tu impliques des joueurs réguliers de l'équipe dans les transactions, tu vas déshabiller Paul pour habiller Jean. Là. Fait que ça, c'est assez particulier. Ben, ils ont un gros capital en termes de choix. Là. Oui, de choix, oui. D'espoir, c'est moins vrai que c'était parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés. Ouais. Demidov, on s'entend à jouer 7 matchs si on inclut les séries éliminatoires. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés qui vont continuer à s'améliorer. Donc ça, c'est très bien. Mais parmi ceux qui sont pas là, il reste qui? David Reinbacher. J'ai eu de la misère à le dire. David Reinbacher. En français, c'est oui. Reinbacher. Donc il reste Reinbacher. Non, mais on a des auditeurs en Europe. Là. Force-toi un peu. C'est ça que je viens de faire. Donc il y a lui. Jacob Fowler, éventuellement, mais c'est un gardien, ça va prendre du temps. Ils sont pas mal pris avec Samuel Montembeault, on s'entend là-dessus, qui connaît, c'est ça qui lui aussi progresse à chaque année. Puis Michael Age, éventuellement, dans 2-3 ans peut-être. Mais Age, on s'entend assez loin. Là. À moi, il y a toujours possibilité d'une surprise. Peut-être que le fils Koivu va être extraordinaire. Peut-être que Owen Protz va devenir un grand défenseur dans la Ligue nationale. Florian? Est-ce que la valeur de Bogdan Konyushka? Ben oui, lui, il était supposé d'être super bon. Est-ce que la valeur de Montembeault est à son plus haut? Ben, c'est sûr que sa valeur est élevée en ce moment. Est à son plus haut que ce qui sera jamais. Oui. Les gardiens, ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose sur le marché des échanges. Ben, je pense pas qu'il y a une équipe qui serait prête à donner beaucoup. Autant Samuel Montembeault est bon, là, puis je pense que j'essaie de trouver. J'ai l'organigramme. Non, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. J'ai les trios, les paires de défenseurs impliqués dans les matchs de série devant moi. J'essaie de voir quelqu'un que tu peux extraire de l'équation. Mais Matheson va lui rester une année de contrat seulement. Il lui reste un an de contrat, ce qui le rend quand même très attractif. Très attrayant, pardon. Oui. Il n'y a pas beaucoup de gars que tu peux extraire en disant ça nous fera pas mal si on, si on les enlève. Et Matheson, moi, je soutenais avant le début de la dernière saison que sa valeur était à son zénith. Il venait de récolter 60 points, d'avoir une saison. 62, je pense. 60 quelques points. Il avait été un des défenseurs les plus utilisés de la Ligue en avantage numérique et tout ça. Puis je disais, jamais sa valeur va être plus élevée que là, mais il a été très utile. Si le Canadien ne l'avait pas eu cette année pour jouer toutes ces minutes-là. Mais là, on a plusieurs défenseurs gauchers. C'est peut-être le moment d'y passer. Puis tu regardes Debèche.
Dobesch, Fowler. Est-ce que c'est la position de gardien où on pourrait... C'est Montembeault avec un choix de On n'aime pas ça, on n'aime pas tes idées. Non, mais j'essaie de voir qui tu peux extraire de cet alignement-là pour faire une transaction. Non, il n'y en a pas. Sinon, c'est le marché de l'autonomie. Ouais. Le marché de l'autonomie, cette année, n'est pas... Il l'est jamais vraiment. Oui, parce que la convention est faite pour favoriser les... Non, Puis on regarde ça 2 ou 3 ans à l'avance, puis là, tout le monde dit « Ah, en 2027, ça va être Leon extraordinaire. » Draisaitl, on Tout le monde était sait, là, il y a supposé personne signer dans Leon ça. Draisaitl cet été. Pourquoi on fait pas ça? Non, puis non seulement il n'est pas extraordinaire, le marché des joueurs autonomes, mais il va être encore moins bien là, quand on va arriver, parce qu'il y a Sam Bennett va probablement signer. Ça se pourrait. Marner, on ne sait jamais. On sait jamais. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais là, si les Leafs font une percée, Peut-être, là. Je voudrais croire qu'il va rester. Peut-être. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Et c'est vous, le public, qui allez emballer ce segment sur le bilan du Canadien, alors qu'on vous a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quels sont les joueurs autonomes du Canadien qui seront de retour la saison prochaine. Parce qu'il y a plein de mal-aimés là-dedans que finalement plein de gens veulent revoir. Ça commence par Zachary sur Facebook, juste Armia. Puis c'est tout. Mais déjà, Armia, c'était pas acquis. Ils sont 2, hein? Ben, Pezzetta. Ah, okay, non, ouais, il y en a qui ont... Il y en a, tu vas apprendre des choses. Ouvre grand les oreilles. D'accord. Dvorak et Armia, s'ils veulent une diminution de salaire, Pezzetta out, ça c'est Martin sur Facebook. Gaétan, Dvorak et Armia à des prix modiques. Gignac et Barré-Boulet à Laval. Hein? Ils sont joueurs autonomes, eux autres aussi. Vite, là, 2 autres. Une sur le Gram, ça c'était sur le Book. Une sur le Tube, pardon. Torabert, Armia, s'il veut signer un contrat prix modique, qui est joué sur un 4e trio. Et sur le Gram, Monstre de Chila. Armia seulement. Dvorak doit renvoyer son agent s'il ne fait pas sauter la caisse au 1er juillet. Sauter la caisse. S'il ne fait pas sauter la caisse. C'est pas ça l'expression? Moi, je lis, là. Moi, je suis comme Rob Burgundy. Je lis ce qui est marqué. Je pense pas que ce soit l'expression qui nous a fait tiquer plus que l'idée derrière l'expression. Non, mais je pense que ce que Monstre de Chila veut dire, c'est que Dvorak a bien choisi sa saison pour jouer, être là, puis démontrer... Il a démontré des son choses. utilité, effectivement. Il a même souri en quelques occasions. Ben oui, ce qu'on avait... C'est ça. Plusieurs premières dans le cas de Dvorak. Monstre de Chila et Dvorak, c'est monstre de charisme aussi. C'est ça. Ah ouais. Mais les gars ont l'air de l'aimer au bout. Oui, il est très apprécié, effectivement. Puis ça, honnêtement, c'est un bon gaillard. On imagine. Un gars discret. Ouais. Ouais, c'est pas un défaut. OK. Bon, là, le temps, mon Dieu, là, c'est trop long. C'est toi qui es responsable du cadran. C'est moi qui parle le moins. Je suis responsable. Ben oui. Moi, je suis responsable du cadran. T'es le maître du temps. Le maître des clés. Bon, les Islanders remportent la loterie. Bon, ça c'est En dit. un mot, ça c'est dit. Non, mais n'empêche, c'est toi, Alex, tu disais avant qu'on enregistre, on est content que ce soit pas une de ces équipes qui fait exprès. Exact. Puis on espère que c'est ça. En même temps, c'est quoi, 3,5% de chance? 3,5%, oui. C'est sûr que ça réarrivera pas, mais et moi j'ai l'impression que si on se posait la question à Long Island, est-ce qu'on reconstruit ou est-ce qu'on réinitialise, et peut-être que ça va avoir un impact là. Tout à fait. Je pense que, puis là, évidemment, Lou Lamoriello n'est plus là, puis éventuellement, il va y avoir un nouveau directeur général, donc on en saura un peu plus sur la stratégie qu'ils vont adopter quand il sera nommé. Mais d'avoir le tout premier choix au total, ça pourrait... Je pense que ça pourrait forcer les choses un peu, là, forcer le destin, puis dépendant de qui va prendre le poste, on pourrait voir là une occasion de recommencer. Mais ça dépend du propriétaire aussi, et qui sait si la façon de faire des Capitals de Washington ne fera pas école. Hein? C'est dans le sens que c'est une ligue où on se copie beaucoup, et c'est normal jusqu'à un certain point, et puis les lentes agonies de reconstruction qui en finissent plus, là. Puis il y a de ces exemples là, qui pataugent dans la gadoue depuis on commence à parler de décennies, là. On les met pas au pluriel encore, mais ça viendra. De décennies au singulier. Ça viendra peut-être d'une décennie. Mais c'est pas emballant là, pour un propriétaire d'entrevoir
d'entrevoir les 10 prochaines années de cette façon-là. Alors, je sais pas si... Je serais pas surpris qu'il y en ait qui tentent de suivre le modèle un peu des Caps ou des Bruins à l'époque. Surtout si on a quelques éléments intéressants comme ça. Alors, pour ce qui est des Islanders, on verra, mais je pense pas que c'est à exclure le fait qu'on pourrait dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec Bo Horvat? Est-ce qu'on garde Matthew Barzal aussi? Etc., etc. Donc, c'est sûr que ce sera une équipe à surveiller. Là. C'est assez intriguant de voir quelle direction ils vont prendre. Ouais. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. C'est excellent. Peux-tu croire que j'ai été refusé à l'école de théâtre? Peux-tu croire? C'est épouvantable. Il s'en mord encore les doigts aujourd'hui. Toronto, là, on fera pas le tour de... Heureusement, il en reste moins, là, mais on fera pas le tour de tout. Mais Toronto, d'abord, hier, ce premier match contre les Panthers de la Floride, et ce coup salaud, Sam Bennett, vicieux, sur Anthony Stolarz. Allez-y. Moi, je pense qu'on a assisté dans ce match-là à quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qui est un scénario catastrophique qui pourrait se produire plus fréquemment que ça dans la Ligue nationale de hockey, parce on laisse souvent jouer pour suivre le match des joueurs qui ont subi une commotion cérébrale. Et hier, dans ce match-là, Anthony Stolarz a reçu un tir en plein visage, en plein dans le masque en première période. Là, c'était tellement au milieu de la cible que le masque a bondi de sa tête. Là, les attaches ont cédé et les masques sont faits pour ça. Là, c'est pour absorber l'énergie et les attaches cèdent. Mais les gens pensent que les gardiens sont protégés, sont à toute épreuve avec leur masque, mais ils subissent des commotions cérébrales parfois. Carey Price en avait subi une d'un tir d'un joueur des Flyers à l'époque, là, je ne me rappelle plus qui. Et j'ai lu une biographie qui est assez fascinante. Mike Metheny, qui est ancien gérant des Cars de Saint-Louis, qui était un receveur en baseball majeur. Et lui a développé de graves problèmes juste avec les fausses balles ricochet, là, les foul tips, qui aboutissent dans le masque. Là. Il a développé à un moment donné dans un match ou dans une séquence de 2 matchs, il en a reçu plusieurs dans le visage. Et il y a un match où il s'est présenté au bâton 5 fois. Il n'y avait aucun souvenir de ses présences au bâton. Il a dû mettre fin à sa carrière à cause de commotions cérébrales répétées. C'était juste à force de recevoir. Ben non, mais tu sais, c'était pas des coups à la tête ou des mises en échec comme on voit dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je voyais un parallèle avec Stolarz qui a reçu le tir hier. Et après ça, après avoir reçu cet impact-là à la tête, il y a Sam Bennett qui l'a frappé. Il y a eu un impact latéral. Stolarz était en train de réaliser un arrêt. Bennett est arrivé latéralement. Il a sorti le coude pour le frapper à la tête. Et ça, c'est que ces commotions cérébrales-là, quand le choc vient de façon latérale, ça ne prend pas un choc énorme là, pour provoquer une commotion. Premièrement, parce que le sujet ne voit pas venir l'impact, il ne peut pas se préparer. Et le cerveau bouge différemment quand il est frappé de façon latérale. Et là, le pire scénario que tu peux avoir en matière de commotion cérébrale, c'est 2 commotions rapprochées, alors que les effets de la première commotion n'ont pas encore été ressentis. Et le niveau de gravité est tellement élevé que le patient peut décéder dans des délais assez courts. Là, ça peut occasionner des saignements au cerveau. Donc, ce qu'on a vu après ce deuxième impact-là, Stolarz est resté dans le match quelques minutes. À un moment donné, il s'est présenté au banc, a demandé un sac au préposé, s'est mis à vomir au banc et on l'a retiré du match. Et peu de temps après, il y a des ambulanciers qui se sont précipités au vestiaire des Maple Leafs et qui l'ont sorti sur une civière et qui l'ont amené à l'hôpital. Alors, c'est quand même... C'est peut-être une des rares fois où on voit des commotions cérébrales rapprochées comme ça, consécutives, l'une après l'autre dans un même match. Alors, espérons qu'il va s'en remettre comme il faut, mais la façon dont il a quitté le match annonce pas qu'il va être de retour au jeu
très, très rapidement. Et cet incident-là pourrait avoir un effet sur la série. Les Maple Leafs avaient identifié Solars comme étant leur gardien de confiance pour cette série-là. Alors, on verra ce que ça donnera. Mais ça pourrait surtout avoir un impact sur lui, là. C'est ça, comme tu l'as brillamment exposé. Tu nous disais, quand Carrier a été frappé, tu disais, il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Il y a une commotion cérébrale, puis c'est 10 jours. J'ai été soufflé qu'Alexandre Carrier si on revienne si on voit Solars dans cette série-là, là... Puis je lui ai demandé, d'ailleurs, à Carrier, après, dans le CEP, j'ai dit, t'as pas eu de commotion? Tu sais, quand on parlait à bâton rompu, là, pour pas le mettre... lui mettre ça dans le visage, justement, devant toutes les caméras et tout. Puis il a admis qu'il ne se sentait pas lui-même. Il a admis qu'il était étourdi. Oui. Il a dit, quand je me suis levé, mais quand je lui ai demandé s'il y avait une commotion, il m'a dit non. Mais après ça, il a admis qu'il avait été étourdi pour expliquer sa réaction après coup, là, de ne pas rester sur la patinoire puis de quitter. Il a dit, écoutez, je me suis relevé, j'étais étourdi, là, dans le sens, j'étais plus tout là, puis je me suis en allé directement au banc. Puis là, c'est comme, OK, mais ça, c'est quand même un symptôme de commotion cérébrale. Mais lui a dit, non, mais la tête était correcte. Puis j'ai dit, ouais, mais pourtant, ta tête a semblé encaisser une partie du choc. Puis il dit, oui, mais après ça, ça s'est estompé rapidement, puis je me sentais bien. Puis on a fait les tests, là. Il a dit qu'il avait fait les tests, là, donc il est passé dans la chambre... apaisante, là, ou chambre noire, ou je ne sais trop. Là. Puis il a probablement dû faire les tests cognitifs. Ben là. Parce que maintenant, les joueurs font des tests cognitifs avant le début de la saison, quand le cerveau est en bonne santé, si on peut dire. Les tests de base. Tests de base, et puis après ça, on leur fait passer la même chose après des chocs pour voir si, justement, il y a une altération cognitive. C'est assez limite, je pense, ces tests-là. Parce que les joueurs font exprès pour ne pas répondre trop vite aux questions. Exact. Quand ils vont bien. Sérieux? Ah oui, il y a de ça là-dedans aussi, oui. Pour pouvoir retourner au jeu. Donc, tu sais, j'étais vraiment surpris. Pas obligé d'essayer de battre un record, là, mais parle pas moins vite que, je sais pas. Tu sais, tout le monde l'a encensé pour son retour au jeu, ses coéquipiers comme ses adversaires. Mais ça, on en a déjà parlé. Il a admis que dans la période d'échauffement, avant le match, quand il est revenu au jeu, il ne se sentait pas super bien. Il se sentait pas très bien. Alors, si vous voyez Solars devant le filet au prochain match, faites pas le saut. Mais ce qui est incroyable dans le cas de Stolarz, c'est qu'il y a eu ce coude-là délibéré à la tête. Il n'y a eu aucune sanction. Et ils l'ont peut-être pas vu, là, cela dit. Et Jack vient de me dire dans l'oreille qu'il n'y a pas d'audience prévue ou il n'y a pas de... Non. C'est comme s'il ne s'était rien passé. En saison régulière, un geste comme ça, là, quand tu entres en contact délibérément avec le gardien, le bras lève tout de suite. Puis lui donne vraiment un coup de coude. Là, il n'était pas obligé. Le coude n'était pas... C'est pas un accident, c'est pas du tout... c'est délibéré. C'est la bonne vieille mentalité du hockey de série qui est arbitré différemment. Pour les Leafs, cela dit, ils ont un autre gardien qui a été brillant cette saison, Joseph Woll. Qui a été leur gardien le plus utilisé. C'est lui qui a joué même un peu. Stolarz a été blessé par moment. Mais les chiffres de Stolarz étaient un peu supérieurs, mais quand même, il y a eu une très bonne campagne Woll, alors on va espérer pour eux qu'ils puissent tenir le fort. Mais bravo aux Leafs. Oui. Ils sont allés chercher ce premier match-là. Oui, vous pouvez dire, vous avez un commentaire sur la deuxième ronde. Vous avez du temps pour un commentaire. Vous choisissez ce que vous voulez dire sur la deuxième ronde. Vous pouvez ajouter quelque chose sur les Leafs. Vous pouvez parler des Oilers. Il y a un commentaire sur la première ronde, moi, parce que oui, c'est vrai. OK. Quelle fin de semaine de match numéro 7, quand même. Exceptionnel. Mikko Rantanen qui élimine l'Avalanche du Colorado avec les Stars en troisième période. C'était spectaculaire. Et puis le retour des Jets. J'étais bien content pour eux, honnêtement. Bien content. Puis c'est le but le plus tardif de l'histoire de la Ligue nationale pour forcer une prolongation dans un match numéro 7. Il restait 1,6 secondes quand Perfetti a marqué. Et c'était mérité pour Winnipeg. T'sais, les Stars ont gagné sans Ace Cannon puis sans Robertson. Qui pourrait revenir en deuxième ronde. Oui. Et les Jets ont gagné sans Scheifele et sans Morrissey, qui a quitté après 2 minutes de jeu en première période. Donc, chapeau. C'est 2 équipes amochées qui vont s'affronter dans cette série-là. Winnipeg-Dallas. Winnipeg-Saint-Louis, c'est la série qui a frappé le plus. Oui. Ouais. Donc, c'est sûr qu'ils vont être amochés. Est-ce que tout le monde va être là ou pas? On verra. On a encore droit à une version Hellebuck de série. Donc, on peut penser que les Stars n'en feront qu'une bouchée. Mais peut-être que ça va le libérer d'un poids puis qu'on reverra
le Hellebuck de saison au bon moment. C'est intéressant, mais en tout cas, pour Winnipeg, puis pour les amateurs à Winnipeg qui l'ont pas eu facile, puis que soudainement, depuis 1 an et quelques, les rumeurs de peut-être délocalisation refont surface parce que c'est difficile de Je m'entends. Des rumeurs de délocalisation. Ben, du fait que c'est un marché qui performe pas bien. Là. On a commencé à entendre ça pour la première fois. Il y a personne qui a dit qu'ils vont déménager mais les rumeurs autour du fait que c'est une franchise qui ne performe pas à la hauteur des attentes là, et que ça devient peut-être de revenus, ça devient peut-être un canard boiteux là, de la Ligue nationale. On n'entendait pas ça avant. Là. Quand ça se met à circuler, c'est jamais agréable. Et puis, donc voilà, il y a quelqu'un qui a fait éruption dans notre studio. On le salue, Maxime. Merci de sa présence. Ça arrive jamais. Puis, bref, content pour les amateurs les Winnipegois. Ah, c'est une belle pensée. Martin, un commentaire sur l'ensemble, ce que tu veux. Première, deuxième, troisième ronde même. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la discussion qu'on a eue, l'exercice de réingénierie qu'on avait fait avant le début des séries. J'avais identifié 4 équipes qui avaient plus de chances que les autres d'aller au bout. Il en reste 3 sur les 8. Alors, donc, Floride, Toronto, Floride, Winnipeg. Non, les équipes qui avaient le plus de chances d'aller loin, selon ces critères-là, c'était Vegas et Tampa. Et Tampa était sérieusement amoché au premier tour. Là. On a appris qu'il y avait vraiment beaucoup de joueurs blessés dans cette équipe-là. Et les 3e et 4e équipes, c'était Winnipeg et Toronto. C'est ça. Qui avaient 7 critères sur 8. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont réussi à passer. Là. On verra ce que ça donne. On pourrait se retrouver avec un carré d'as Caroline, Floride, Vegas, Dallas. Ça serait pas alléchant. Beaucoup d'équipes au nord, dans le nord des États-Unis ou du Canada là-dedans. Hein? Il y a toujours une équipe de la Floride en finale de la Coupe Stanley. À cette heure, Depuis 2020. Depuis 2020? 2020. Depuis 2020, il y a toujours une équipe de la Floride. 5 années de suite. On parlera des Oilers une autre fois. Oui. Bon, c'était un gros, ça. C'est un gros. Oui, c'est un gros. On était heureux de se retrouver ensemble. Ça, je pense que c'est un record. C'est pas juste un gros. Je pense que c'est un record. Penses-tu? Je suis pas sûr. Je pense pas. C'est la franche camaraderie, c'était l'ambiance festive. Voilà. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Et fier de l'être. Merci infiniment. Quel collègue exceptionnel. Oui, pour vrai. C'est tout un monsieur. Je ne ferais jamais la gaffe que le directeur général de l'Avalanche a faite en laissant partir Rantanen. C'est un peu notre... C'est notre maquinaire. Ce serait qui le Martin Nekache de la couverture sportive à Montréal? Répondez pas! Un bon échange, là. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur sportif au service des sports de Radio-Canada. Merci beaucoup, Martin. Ce fut un grand plaisir, encore une fois. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. On se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.